Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end de révision du C++. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire la section 2 du TP1 et également les sections suivantes. Donc on avait laissé le TP à la fin de la classe pièce jointe et de ses classes filles. Et maintenant on va reprendre pour voir plus en détail des concepts du C++ tels que la construction, la destruction, l'utilisation de pointeurs, de références et d'allocation dynamique, que vous avez déjà vu en C, mais pas encore utilisé en C++. Alors il faut excuser un peu la rédaction, si là par exemple on vous dit que pas de limitation arbitraire sur le nombre de pièces jointes, etc. Bon, ça vient d'une version ancienne du TP. J'ai corrigé des morceaux dans le TP, mais j'en ai laissé un peu partout. Mais bon, dans le principe, on va quand même s'en sortir. Donc on vous dit, commencez par la classe note et ajoutez dedans le constructeur de copie qui permettra d'écrire le code suivant. Donc on crée une note n ici avec le constructeur par défaut, on voit que le constructeur n'a pas d'argument, on crée une note n sans passer de paramètres. Ensuite, il se passe un petit bout de code ici, donc il y a quelques lignes dans lesquelles on utilise la note n, on l'affiche, etc. Et un peu plus bas, on construit la note n2 du type note, en lui passant en paramètre la note n elle-même. Donc ça veut dire qu'on va vouloir faire de n2 une copie de n. On va vouloir initialiser n2, qui est une nouvelle note, à partir de la note n. Et ensuite, on vous dit d'ajouter dans le même temps un opérateur d'affectation pour écrire n égale n2. Donc les notes n et n2 existent déjà, sont déjà créées, et on écrit n égale n2, donc pour rendre n égale à n2. Donc on efface n, en quelque sorte, et on remplace n par ce qu'il y a dans n2. Et ajouter des affichages dans les constructeurs et opérateurs pour suivre ce qui se passe à l'intérieur. Donc on passe sur l'autre écran, et on va commencer à coder. Donc là, je suis dans mon dossier, où j'ai laissé le projet dans l'état où il était à la fin de la séance dernière. Et donc, dans mon fichier note.h, je vais ajouter un constructeur avec une syntaxe particulière, donc celle d'un constructeur de recopie. Alors donc ici on reconnaît un constructeur parce que donc la méthode a le nom de la classe elle-même, elle n'a pas de type de retour, donc ça veut dire que ça va servir à initialiser les objets de type note. Et on sait que c'est un constructeur de recopie parce qu'il prend en paramètre un objet de la même classe, donc une référence sur un objet de la même classe ici. Ok. Et donc dans notre point CPP, donc je vais rajouter mes constructeurs en haut comme j'en ai l'habitude. Donc je rajoute le constructeur avec la même syntaxe, et comme dans un constructeur standard, je dois initialiser tous les attributs. Donc j'initialise mon titre en recopiant le titre de n, le contenu également. L'horodatage, là c'est un peu une décision que vous avez à faire. Est-ce que vous choisissez de faire en sorte que la date soit une copie de la date de la note d'origine, ou que ce soit quand même la date et heure courante, parce que c'est quand même une nouvelle note. Donc il faudra initialiser sa date et heure à l'heure courante. Bon, moi c'est la solution que je vais choisir, mais les deux solutions se valent en fait d'un point de vue technique. Ce serait plutôt ce que vous demande votre client qu'il faudrait choisir dans ce cas-là. Faut voir qu'est-ce qui a été décidé. Et donc le tableau de pièces jointes, on va recopier le tableau de pièces jointes pour avoir nos propres pièces jointes, mais à l'identique. Hop, donc c'est un tableau de pointeurs de pièces jointes. Donc là, on recopie les pointeurs. Donc on recopie pas les pièces jointes elles-mêmes. Okay, donc ça veut dire qu'on va quand même pointer vers les mêmes pièces jointes. Donc les pièces jointes qui sont modifiées, donc les emails et les photographies, s'il y a des modifications dessus, on verra les modifications dans les deux notes. Parce qu'on fait que pointer. Voilà, aucune note n'est responsable pour le moment des pièces jointes elles-mêmes de l'endroit où elles sont stockées. Elles reçoivent des pointeurs. Alors, donc là il y a plusieurs choses qui peuvent vous étonner. C'est déjà pourquoi est-ce qu'on a le droit d'écrire ce genre de choses. La raison à ça, c'est que
presque toutes les classes ont un constructeur de recopie. De fait, le compilateur vous fournit un constructeur par recopie, s'il est possible d'en créer un pour la classe. Et donc le constructeur par recopie que crée le compilateur, c'est le constructeur qui appelle le constructeur par recopie de chacun des attributs. Voilà. Alors, il y a des cas où les constructeurs de recopie n'existent pas. Par exemple, certains objets ne sont pas copiables, comme la classe std OSTream. Donc pour rendre un objet pas copiable, vous pouvez par exemple mettre son constructeur de recopie en privé. Ou alors vous pouvez écrire la syntaxe particulière égale delete qui dit explicitement ma classe n'est pas copiable. Alors la raison pour laquelle on peut vouloir faire ça, c'est que dans le cas de la classe std OSTream par exemple, ça c'est un bon cas d'exemple, ça n'a pas de sens d'avoir plusieurs sorties vers le même écran, puisqu'on peut pas, comment est-ce qu'on les mélangerait quoi? On peut avoir qu'une seule objet qui représente une sortie, et après tous ceux qui veulent écrire au même endroit utilisent le même objet, mais on peut pas recopier une sortie. Ça poserait des tas de problèmes de synchronisation des sorties, de l'état de l'objet OSTream. Voilà, donc la façon dont ça marche, donc ici on appelle le constructeur par recopie de titre, donc qui est de la classe stdstring, pareil pour contenu. Et là pour redatage on a choisi d'initialiser la date heure courante. Donc là c'est un cas où on a besoin de définir le constructeur de note par recopie explicitement, parce que ça ce serait pas le comportement par défaut du constructeur par recopie que le compilateur vous aurait fourni. Le constructeur par recopie par défaut, il aurait recopié le redatage de la note n. Ok. Donc voilà. Autre chose qui peut vous surprendre un peu, mais donc on s'y habitue, hein, c'est que là vous accédez aux attributs mtitre, mcontenu de la note n, alors que ce n'est pas l'objet courant. Mais ça, c'est tout à fait permis, parce que les mots-clés private, public, ils portent sur la classe elle-même. Donc vous avez le droit d'accéder aux attributs privés d'un autre objet de la même classe, parce que vous êtes dans la classe note. Donc vous avez accès aux attributs privés de la classe note, même si ce sont les attributs d'un autre objet. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Donc voilà pourquoi on a le droit de faire n.mtitre. Voilà, donc ça c'est pour mon constructeur par recopie, et maintenant je vais faire l'opérateur d'affectation, et ensuite je vais ajouter des tests. Donc je vais rajouter mes opérateurs en bas de ma classe. Alors, donc mon opérateur d'affectation, on peut lui faire retourner une référence sur l'objet courant, mais ici c'est pas strictement nécessaire. Et donc sa signature est la suivante, donc c'est l'opérateur égal. Donc c'est l'opérateur qui va nous permettre d'écrire n2 égale n, par exemple. Donc il prend en paramètre une note, n, et donc ça va être l'opérande de droite. Donc ça veut dire que quand on va écrire la chose suivante, n2 égale n, donc on a créé la note n2 auparavant dans le code, hein. Donc là il s'est passé des petites choses. On écrit n2 égale n, en fait, ça, c'est strictement équivalent à écrire n2.operator égale de n. Voilà, donc ça va appeler ma fonction qui est là, ma fonction opérateur qui est là. Donc il faut noter que les opérateurs d'affectation sont toujours des membres internes, hein. On ne peut pas les déclarer comme des fonctions externes, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, parce que de toute façon, ce qui est à gauche et ce qui est à droite du signe égal n'a pas du tout c'est pas un opérateur commutatif du tout, quoi. L'opérande de gauche, c'est celui qu'on va modifier. L'opérande de droite, on peut le prendre en référence constante, puisque on va juste recopier ce qu'il y a dedans pour le mettre chez nous, quoi. Donc en général, on les code comme des opérateurs, comme des fonctions membres internes. C'est beaucoup plus logique. Une des règles que vous pouvez retenir, c'est celle-là. Si un opérateur est commutatif, donc comme le plus ou etc., ça a plus de sens de le coder comme une fonction externe. Si un opérateur modifie votre objet courant
Par contre, c'est plus logique de le coder comme une méthode interne. Et bon, après, il y a des cas particuliers comme l'opérateur de sortie, vous êtes obligé de le faire comme une fonction externe, puisque s'il était une fonction interne, ce serait une fonction interne de la classe OSStream qui ne vous appartient pas. Donc vous ne pouvez pas modifier. Hop, donc je digresse. Donc dans mon point CPP, je rajoute cet opérateur, donc avec la même syntaxe que celle à laquelle on est habitué maintenant, hein, note : le nom de la méthode, et je rajoute ici le contenu. Alors du coup, pour initialiser, donc j'ai plusieurs attributs à changer, donc je fais n.mtitre, et donc en gros, c'est ça l'idée de mon opérateur d'affectation. Hein. Alors je vais aussi m'occuper de tout le monde. Mais donc je remplace mon titre par le titre de la note qui m'est passée en paramètre. Et mon titre, celui que j'avais auparavant, il est perdu, quoi. Donc ici on peut directement écrire mtitre égale n.mtitre, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc il reste à en faire autant pour tout le contenu. Alors, à une certaine époque du TP, cette méthode était un peu plus difficile à coder parce que donc il y avait un tableau de pièces jointes. Là, on a directement un vecteur. Alors, l'horodatage, là encore, question se pose. Est-ce qu'on change l'horodatage pour dire que c'est une nouvelle note, on réinitialise, ou est-ce qu'on copie l'horodatage de la note passée en paramètre, ou est-ce qu'on garde le même horodatage parce que c'est la date et heure de la création de la note, même si elle a changé de contenu et de titre après. Bon, pour rester cohérent avec ce que j'ai fait dans le constructeur par recopie, je vais pas changer l'horodatage de la note, c'est-à-dire qu'il est créé une seule fois à la construction de l'objet et il change plus après. En fait, je vais même pouvoir le mettre en const si je voulais. Donc je vais changer donc le titre, le contenu, et le tableau de pièces jointes, eh bien je peux profiter de l'opérateur d'affectation qui existe sur la classe stdvector. Donc je profite de ce que les classes de la bibliothèque standard sont bien codées et possèdent toutes sortes d'opérateurs très, très pratiques pour moi. Donc je n'ai pas besoin de recopier les cases du vecteur une à une. Il existe déjà un opérateur égal qui fait exactement ce qu'il faut. Donc je vais rajouter mes tests dans main.cpp. Donc ici à la fin. Donc premièrement, je vais créer une note n3 à partir de n2. Ensuite, je vais créer une note n4 qui va être vide. Je vais afficher n3. Et je vais enfin écrire n4 égale n2 et afficher n4. Donc ça devrait m'afficher plusieurs fois la même chose, hein, logiquement. Et je vais rajouter des affichages dans mes opérateurs pour suivre un peu ce qui se passe. Donc ici, par exemple, je vais rajouter un petit affichage qui va être appel de l'opérateur d'affectation de note. Donc c'est juste pour avoir une petite idée de ce qui se produit. Hein. Alors pour la sortie de débogage, on peut, au lieu d'utiliser std_cout, on peut utiliser std_cr. Donc ça c'est une sortie qui est dédiée au message d'erreur et au message de débogage. Donc selon votre environnement de développement, par exemple, il se peut que les messages normaux s'affichent en noir et les messages envoyés dans std_cr s'affichent en rouge. Donc je crois que c'est Eclipse qui fait ça. Et quand vous lancez votre programme, votre TP1, vous pouvez renvoyer la sortie vers un fichier, donc et renvoyer la sortie d'erreur, qui est un descripteur de fichier différent, vous pouvez l'envoyer dans un deuxième fichier en fait. Donc en fait vous avez deux sorties séparées. Donc je vais en profiter. Alors, on ne devrait pas avoir beaucoup de différence, mais ça peut servir. Hop, de le savoir. Et donc là, je vais ajouter de la même manière constructeur. Donc construction
Donc on va essayer de compiler. Voilà, donc ici j'ai plusieurs erreurs hein, qu'on peut noter. Alors premièrement, je n'ai pas de constructeur par défaut, c'est-à-dire de constructeurs qui prennent aucun paramètre. Donc j'ai pas le droit de créer ma note N4 comme ça. Il faut que je lui passe des paramètres initiaux. Ou alors que je rajoute un constructeur par défaut. Je vais peut-être faire ça plutôt. Et ici j'ai dû me tromper dans les points-virgules, je pense. Alors, oui, premièrement ici, donc pour utiliser stdc1, j'ai besoin d'un en-tête, donc qui est IOStream, donc Input Output Stream, donc les flux d'entrée-sortie. Deuxièmement ici, j'ai un point-virgule alors que j'enchaîne les opérateurs, donc ça c'est illégal. Et donc ici, je crée ma note N4 sans lui passer de paramètres. Alors ici, on note que dans la classe note, le deuxième paramètre a une valeur par défaut, mais pas le premier. Donc je peux ne pas passer le deuxième paramètre, mais je suis obligé d'en passer au moins un qui est le titre. Donc je vais dire par exemple, bon, je vais lui passer la chaîne vide, c'est pas très grave. Voilà. Hop. Donc j'enregistre tout. Donc, cette fois-ci, mon programme compile sans erreur. Et donc mon affichage commence à être un peu long, il faudrait que j'organise un peu. Mais globalement, ça se passe à partir d'ici. Donc ça, c'était les tests qu'on avait auparavant. Et voilà, donc ici, on a construit une note par recopie, donc ça c'est la note N3. Et ensuite, on a construit une note normale, donc ça c'est N4, hein, qu'on a créé avec juste un titre. Ensuite, on affiche N3, et ensuite on voit qu'on a appelé l'opérateur d'affectation de note, et quand on affiche N4, on obtient le même affichage que pour N3 et N2 auparavant. Donc on a bien recopié convenablement les notes. Donc ici, en fait, il y a la même data pour tout le monde, parce que mon programme s'exécute tellement vite qu'on voit pas la différence. Il faudra ajouter des petites pauses dans le programme pour voir un peu le passage du temps, et voir que les data sont différentes. Ou alors il faudra afficher les millisecondes. Voilà, donc on a un peu moins de bazar, donc on a quand même tous les affichages de construction des notes, hein. Et donc mon affichage commence à partir d'ici, voilà, construction par recopie, construction normale de notes, etc. Alors, petite chose qu'on va vouloir faire, donc déjà ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on peut manipuler les deux sorties, donc la sortie stdcout et la sortie stdr indépendamment. Donc par exemple, si j'envoie la sortie d'erreur dans devnull, j'ai juste les vrais affichages de mon programme, la sortie de mon programme pour l'utilisateur, si on veut. Et à l'inverse, si j'envoie la sortie numéro 1, donc la sortie par défaut, dans devnull, là j'ai que les messages de débogage, si on veut. Donc si vous séparez bien ce qui va dans stdcout et ce qui va dans stdcr, vous pouvez comme ça rendre la vie plus facile à vos utilisateurs, parce que ils peuvent manipuler les deux sorties indépendamment, rediriger les deux sorties, quoi. Envoyer une dans un système de log par exemple, et l'autre dans un fichier résultat. Voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose que je voulais vous montrer, et en fait j'ai un peu spoilé à cause des tests précédents, mais si ici on écrit la chose suivante, donc on va écrire une note alors création, alors par contre ici j'étais dans cout, création de la note N5. Et la note N5, on va l'écrire de la manière suivante. Note N5 égale N2. Et donc là, ma question pour vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez, pour vous donner le temps de réfléchir. Ah oui, ici j'ai triché un peu d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai affiché N2 à la place de N4.
Donc la question pour vous, c'est quel opérateur est-ce que ça appelle? Quand je fais note n5 égale n2, est-ce que ça appelle l'opérateur d'affectation? Bon, et si je vous pose la question, c'est qu'il y a un piège, évidemment. Donc on va le tester ensemble. Voilà. Donc ici, on crée la note n5 et ça fait la construction par recopie de notes. Alors qu'on s'attendrait à avoir l'opérateur d'affectation, puisqu'on a écrit n5 égale n2. Mais en réalité, c'est pas une affectation, parce que ici, n5, à l'endroit où on fait n5 égale n2, on est en train de construire n5. C'est à l'endroit où il est déclaré. Donc le compilateur, quand il voit note n5 égale n2, il fait pas d'abord la note n5, puis ensuite l'affectation de n2 dans n5, il rassemble les deux, et si votre opérateur égal, vous l'utilisez sur la ligne, enfin, sur l'instruction où vous créez l'objet, en fait, il remplace ça par un appel au constructeur par recopie. Donc comme ça, même s'il n'existe pas de constructeur par défaut pour les notes, parce que normalement il aurait fallu que je passe au moins un argument vide, là comme pour n4, s'il n'existe pas de constructeur pour défaut, vous avez quand même le droit d'écrire n5 égale n2, mais à condition que ce soit à l'initialisation de l'objet, quoi, à sa création. Voilà. Et donc ça, c'est une autre manière d'appeler le constructeur par recopie. Voilà, donc petite chose utile à savoir. Alors, donc je retourne sur mon sujet. On souhaite également pouvoir déplacer des notes, c'est-à-dire pouvoir fabriquer une note à partir d'une autre sans recopier son titre et son contenu en mémoire, donc sans faire d'opération mémoire, mais en déplaçant le titre et le contenu de l'ancienne note vers la nouvelle, donc sans les recopier. Donc le constructeur et l'opérateur d'affectation qu'on va surcharger dans ce cas-là, ce sont les constructeurs et opérateurs de déplacement. Donc on a survolé un peu en cours, qu'on n'a pas eu le temps de bien explorer. Et donc là on va voir quelle est la différence avec l'opérateur par recopie. Donc on va les implémenter en prenant bien garde à la signature des fonctions et tester que l'objet d'origine est vidé par la construction du nouvel objet. Voilà, donc de retour dans le code. Donc l'opérateur de déplacement, c'est celui qui prend non pas une référence sur valeur gauche sur une note, mais celui qui prend une référence sur valeur droite. Donc qu'est-ce que c'est que d'avoir une référence sur valeur droite sur un objet? Ça veut dire que l'objet d'origine est considéré comme un objet temporaire, un objet dont vous pouvez vous débarrasser, qui n'a pas vocation à rester en vie beaucoup plus longtemps. Et donc, vous pouvez lui voler son stockage, le stockage de ses attributs, pour vos propres attributs, puisque l'objet d'origine va être détruit ou réinitialisé, réaffecté, etc. Donc au lieu de recopier les attributs de l'objet que vous recevez, en fait, vous volez son stockage pour vos propres attributs et vous ne faites aucune copie en mémoire. Mais vos attributs auront la valeur qu'avaient les attributs de cette note en paramètre auparavant. Et la note en paramètre, elle va avoir des attributs vides en fait. Donc elle va perdre son stockage. Voilà, donc la signature de ce constructeur, c'est la suivante. Donc le nom de la classe, qui est le nom de la méthode. Et je prends en paramètre une référence sur valeur droite sur un objet du même type. Donc dans notre .cpp, à quoi ça ressemble? Donc je vais l'ajouter ici en dessous. Note de note. Et ici je vais voler les attributs de la note passée en paramètre. Donc en faisant stdmove sur l'attribut de l'autre note, en fait, je crée une référence sur valeur droite sur l'attribut mtitre de n, et donc j'appelle le constructeur par déplacement de la classe stdstring pour mon propre attribut. Donc ça veut dire que mon attribut va être créé par déplacement de l'attribut de la note n. Et ensuite, ce constructeur
de mtitre de stdstring va faire un peu de magie noire pour voler donc le stockage de la chaîne de caractères de n. Donc on va le voir tout de suite. Hein. Hop, donc ici, je prends le contenu. Donc l'horodatage, par contre, je vais faire comme j'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire que la date et heure, c'est toujours la date et heure de la construction. Et pareil pour les pièces jointes, donc là je vais voler les pièces jointes de l'autre note, et je vais lui laisser un tableau vide à la place. Donc vu comme ça, c'est pas très impressionnant, parce qu'en fait on se contente d'appeler les constructeurs par déplacement de nos attributs, et il se trouve qu'ils existent. Bon bah si c'était si nous gérions nous-mêmes le stockage, on aurait un peu plus d'opérations à faire. Donc ça, on va le voir un petit peu plus tard quand on va gérer la mémoire de nos pièces jointes nous-mêmes. Un peu plus loin dans le képi. Pour le moment, c'est pas très impressionnant, mais vous allez voir quand même la différence entre déplacement et note avec l'exemple que je vais coder tout de suite dans main.cpp. Donc N3, donc on va laisser le constructeur par recopie, et on va ajouter un constructeur par déplacement, donc pour N4. Donc là je vais déplacer N2 dans N4. Ok, et ensuite donc je vais afficher N4 puis N2. Pour que vous voyez bien le principe. Donc ici aussi, je vais afficher N2 pour qu'à chaque fois, on voit bien ce qui se passe. Ok, donc je vais compiler tel quel. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Là, mon code compile. Voilà, donc ça, donc construction normale de notes. Donc ça, c'est le moment où on construit N2. Hein. Et ensuite, un peu plus loin, on construit N3 par recopie. Et donc, quand on affiche N3, ben, ça affiche N3, donc qui est la copie de N2. Et quand on affiche N2, ça affiche N2, qui n'a pas bougé. À présent, construction par déplacement de notes. Donc ça, c'est la construction de N4. Donc, j'affiche N4, ça m'affiche ce qui était dans N2. Et quand j'affiche N2, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce que la note, le titre de la note, il est devenu vide. Le contenu de la note, il est devenu vide, et même le vecteur de pièce jointe, il a été vidé. En fait, j'ai créé des nouveaux attributs stdstring pour le titre, le contenu et le vecteur de pièce jointe. Hein. Le titre de N4, c'est pas le même que le titre de N2. Mais par contre, le stockage interne de ces classes, c'est-à-dire, par exemple, pour les chaînes de caractères, un endroit ou un autre en mémoire, il y a un tableau de caractères où vous avez tous les caractères les uns après les autres qui composent la chaîne de caractères. Ça, c'est forcé. Enfin, d'une manière ou d'une autre, même si c'est caché, même si c'est dans la bibliothèque standard, un endroit ou un autre, en mémoire, vous avez un tableau de caractères. Et bien en fait, c'est ce tableau-là qui a été déplacé en interne par le constructeur par recopie des chaînes de caractères. Constructeur par recopie que j'ai appelé dans mon constructeur par recopie de notes. Ce que ça fait, c'est que le stockage interne qui sert aux chaînes de caractères pour stocker leurs caractères, donc en interne, quelque part, il y a un pointeur vers un tableau de caractères, et en fait, c'est ce pointeur-là qui a été déplacé de l'ancienne chaîne de caractères vers la nouvelle, donc celle de la nouvelle note, et le tableau de caractères dans l'ancienne note, en fait, il a été remplacé par un tableau vide. Donc créer un tableau vide de caractères, c'est une opération qui est très peu coûteuse en mémoire, hein, c'est instantané. Et du coup, au lieu d'avoir recopié le tableau de caractères, donc qui constitue le titre de la note, en fait, j'ai juste déplacé la valeur interne qui était dans la chaîne de caractères de l'ancienne note vers la nouvelle. Et j'ai réinitialisé le titre
l'ancienne note avec une valeur par défaut, enfin une chaîne vide. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt du constructeur par déplacement. C'est que du coup, plutôt que de créer un nouvel objet, de le copier à partir d'un ancien et de supprimer l'ancien objet, si vous n'avez plus l'usage de l'ancien objet, bah, c'est beaucoup plus efficace de dire bah, je déplace tous les attributs de l'ancien objet dans le nouveau, et si l'ancien objet j'en avais plus l'utilité, de toute façon j'ai pas besoin de conserver ces attributs dans leur valeur, j'ai pas besoin de recopier, ce serait des recopies inutiles si j'ai plus besoin de l'ancien objet. Donc on utilise le constructeur par déplacement quand on ne souhaite pas conserver l'ancien objet. Donc là par exemple ce serait un cas où la note N2 j'en ai plus l'usage, mais pour une raison ou pour une autre, bon là c'est pas un exemple très réaliste parce que je fais tout dans le main, mais pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de N4 et j'ai plus besoin de N2. L'autre exemple qu'on a vu en cours, c'est quand je fais std swap pour échanger les valeurs de deux objets. Alors, pour être bien complet, donc je vais aussi coder l'opérateur d'affectation par déplacement. Donc l'opérateur d'affectation par déplacement, il prend une note n par référence sur valeur droite. Donc là, vous remarquerez que les références sur valeur droite ne sont jamais constes. Pour une raison très simple, c'est que si vous déplacez quelque chose, vous détruisez en quelque sorte, enfin vous videz le contenu de ce que vous prenez en paramètre. Donc jamais c'est const, puisque vous modifiez l'objet en paramètre. C'est le principe du déplacement. Et donc je vais recopier mon constructeur, mon opérateur d'affectation par déplacement ici. L'opérateur d'affectation par déplacement. Et donc lui, je vais dire par recopie. Et donc ici, eh bien, je vais déplacer le titre, je vais déplacer le contenu, et je vais déplacer les pièces jointes. Et je ne vais pas toucher à l'horodatage comme d'habitude. Donc stdmove, c'est une méthode, c'est une fonction de la bibliothèque standard qui est un petit peu mal nommée, en quelque sorte, parce que ce qu'elle fait, c'est pas tant qu'elle déplace, c'est qu'elle rend les objets déplaçables. Vous voyez? Parce que si je fais stdmove, mais que je fais rien d'autre, enfin que je fais pas de égal stdmove, ça change rien, en fait, de faire stdmove. stdmove, ça crée une référence sur valeur droite à partir d'une valeur gauche. Donc, mais en fait, ça rend l'objet déplaçable, et c'est quand je fais un objet égal le résultat de stdmove que là, je fais le déplacement. Donc, et vous pourriez tenter de demander, pourquoi est-ce que je peux pas faire stdmove dans l'opérateur de recopie? La raison à ça, c'est que ce serait pas très poli, parce qu'on vous a donné un objet constant, et donc vous n'étiez pas censé le modifier. Or, si vous faites un stdmove dessus, vous êtes en train de le modifier, quoi, puisque vous êtes en train de le vider de son contenu. Donc c'est pas très poli. Et en plus, c'est pas vraiment le comportement attendu d'un opérateur de recopie, quoi. Donc ne faites pas ça. D'ailleurs, là, je pense que donc ça compile, mais franchement, c'est pas cool, quoi. Voilà, donc dans le constructeur, dans les opérateurs et constructeurs par recopie, vous faites des copies. Dans les constructeurs et opérateurs d'affectation par déplacement, vous faites des déplacements. Alors, autre problème qui peut être plus insidieux, et des fois on peut pas toujours l'éviter, c'est que quand vous avez un constructeur par recopie ou un opérateur d'affectation par déplacement, en fait, donc on s'attend à ce que les opérateurs par déplacement et les constructeurs par déplacement soient plus efficaces que leur contrepartie par recopie, quoi. Donc il faut éviter de faire des copies inutiles dans tout ce qui est par déplacement. Alors des fois on peut pas toujours éviter parce qu'il y a des choses qui sont pas vraiment déplaçables, donc on les copie quand même. Et ensuite on efface l'objet d'origine, mais c'est pas le principe du déplacement, quoi. Le principe du déplacement, c'est vraiment de voler le stockage interne
pour éviter les opérations en mémoire qui sont coûteuses, quoi. Donc les initialisations d'objets, vraiment les copies de gros ensembles d'octets dans la mémoire d'une zone vers une autre, quoi. Donc là, heureusement, les opérateurs de déplacement sur les classes de la bibliothèque standard, donc comme stdstring et stdvector, sont bien codés. Donc vous savez que quand vous faites un déplacement sur un objet stdstring ou stdvector, ça va vraiment faire ce à quoi vous vous attendez, c'est-à-dire que ça va vraiment faire un déplacement efficace en mémoire, quoi. Voilà. Donc, et à présent, donc on pourrait tester notre opérateur, hein, mais ce que j'ai envie de vous montrer en fait, c'est que une fois que vous avez codé les opérateurs d'affectation par déplacement, vous pouvez par exemple utiliser des méthodes standards, donc de la bibliothèque standard, donc comme par exemple stdswap, qui sert à intervertir deux objets. Donc là, par exemple, si on affiche N4 et N3, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décommenter donc la création de la note N1 pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Donc, je vais rajouter poireaux et patates dans ma liste de courses. Et ici, je vais je vais copier, je vais créer N3 à partir de N1 à la place. Ok. Voilà, je vais supprimer quelques affichages. Voilà. Donc, je crée ma note N3, je crée ma note N1 qui est ma liste de courses, ma note N2 qui est le message de la fédération au capitaine Jean-Luc Picard. Ensuite, je crée N3 par recopie de N1, je crée N4 par déplacement à partir de N2, et j'échange N3 et N4. Je recompile. Voilà. Donc ça, c'est ma liste N3. Donc c'est ma liste de courses. Donc elle a été créée de manière donc par recopie à partir de N1. Ensuite, j'affiche N4. Donc N4 a été créé par déplacement à partir de N2. Okay. Et ensuite, donc c'est là, ça c'est l'appel à stdswap. On voit que j'ai créé une note temporaire à partir de N3. Ensuite, j'ai fait une affectation par déplacement de N4 dans N3. Et ensuite, j'ai fait une affectation par déplacement de l'objet temporaire vers 4 du coup. Donc quand j'affiche N4, j'ai ce qui se trouvait auparavant. Donc quand j'affiche N3, j'ai ce qui se trouvait auparavant dans N4. Et quand j'affiche N4, j'ai ce qui se trouvait auparavant dans N3. Mais ce qu'on remarque dans les affichages, c'est qu'à aucun moment, je n'ai recopié d'objets. Il n'y a pas de recopie en mémoire. Il n'y a que des déplacements entre des objets. Et donc, les valeurs des attributs ont été créées une et une seule fois en mémoire. Voilà, il y a zéro copie inutile. Donc, si on regarde dans le cours, c'est ce qu'on vous explique dans une des slides. Hop. Voilà, donc ce qui est fait dans stdswap, hein, si on compare, c'est exactement ça. Donc on prend des références donc sur T1 et T2. En fait, on déplace T1. Ensuite, T1, on l'affecte à partir de T2. Et T2, on l'affecte à partir de TMP. Donc on déplace T1 dans TMP, on déplace T2 dans T1, on déplace TMP dans T1. Et si on regarde, sur la console, c'est exactement ça qui s'est produit. Ici, on crée l'objet temporaire. Ensuite, on déplace le deuxième objet dans le premier, puis le premier, l'objet temporaire dans le deuxième. Voilà. Donc voilà un exemple d'utilisation des références sur valeur droite. C'est juste que dans certains cas, ça permet d'éviter des opérations coûteuses en mémoire comme des recopies. Alors, je retourne sur mon sujet pour passer à la suite des opérations.
implémenter également un destructeur pour les notes qui réalisera les désallocations manuelles nécessaires. Donc, dans notre cas précis, les désallocations manuelles nécessaires, il n'y en a aucune parce qu'on n'a pas fait d'allocation manuelle. Donc, ça répond à la question. Donc ça encore, ça vient d'une version précédente du TP. Et ajouter donc un affichage pour voir dans quel ordre les notes créées dans la fonction main sont détruites. Donc ça, c'est aussi un petit truc instructif. Donc, les destructeurs, contrairement aux constructeurs, il n'y en a qu'un seul. Hein, on n'a toujours qu'un seul destructeur dans chaque classe, puisque sinon le compilateur ne pourrait pas savoir lequel appeler. Et les destructeurs ne prennent jamais de paramètres. Voilà, ils sont appelés par des fonctions assez primitives, assez profondes du C++ pour garantir d'être appelés dans tous les cas et pas laisser de mémoire traînée. Donc il y en a toujours qu'un seul et sans paramètres. Une chose utile à savoir, c'est que dans les classes qui ont des classes filles, le destructeur doit toujours être virtuel. Donc en fait, vous pouvez le mettre virtuel dans toutes vos classes et jamais vous poser la question. Dans les classes qui n'ont aucune classe fille, ça change rien. Et deuxième chose, dans la plupart des cas, si vous n'avez pas de désallocation manuelle à faire dans vos classes, en fait, vous pouvez mettre égal default pour dire je veux que mon destructeur ce soit l'implémentation par défaut qui soit utilisée. Même ici, hein, d'ailleurs pour les constructeurs par recopie, faites toutes les méthodes qui ont une définition implicite du compilateur. Si vous ne le créez pas vous-même, vous pouvez utiliser égal default pour déclarer explicitement la méthode, mais utiliser le corps implicite de la méthode qui aura été créée par le compilateur. Bon, quand elle fait ce que vous voulez, quoi. En particulier, le constructeur par recopie, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle le constructeur par recopie de chacun des attributs. Or, nous, c'est pas ce qu'on voulait, parce que pour le redatage, on veut un comportement particulier. Et en plus, on veut faire un affichage. Voilà, donc on a vu deux sortes de mots-clés comme ça. On a vu égal default, et tout à l'heure, on a vu égal delete également, pour supprimer un constructeur par recopie ou par déplacement. Donc techniquement vous auriez le droit d'écrire égal delete sur le destructeur, mais c'est pas une chose très intelligente à faire parce que vos objets ils vont être détruits, quoi. Donc il leur faut un moyen d'être détruits, sinon votre programme ne va pas compiler. Et donc si j'implémente mon destructeur, donc normalement dans le destructeur c'est là qu'on fait toutes les désallocations de mémoire quand on a fait des allocations dynamiques manuellement pour créer les valeurs des attributs par exemple. Donc là on n'a aucune désallocation manuelle à faire puisque aucun de nos attributs n'est alloué dynamiquement. Par contre on peut quand même faire un petit affichage. Donc on peut dire par exemple désallocation de la note et je vais mettre son titre pour qu'on puisse les identifier. Voilà. Donc dans main.cpp, je vais supprimer par contre le std swap parce que sinon l'affichage va être un petit peu confus. Donc vous remarquerez que quand on utilise des conteneurs de la bibliothèque standard, en fait on s'épargne beaucoup de difficultés parce que les conteneurs de standard ont déjà des constructeurs par recopier par déplacement déjà créés et leurs destructeurs se comportent bien également. Donc en fait on n'a plus grand chose à faire dans nos classes qui utilisent ces classes-là. Voilà. Alors, donc ce qui est intéressant ici c'est l'affichage, hein. Donc, on a créé N1 ici, qui était une liste de courses. On a créé N2, qui est le journal de bord du capitaine. On a créé N3 à partir de la liste de courses, donc N1. Et ici, on a créé ensuite N4 par déplacement. Donc on a bien 4 destructions à la fin. Alors, pour être extrêmement clair à propos de ce qui se passe,
plutôt que d'utiliser les constructeurs par recopie, je vais utiliser que des constructions normales, juste pour qu'on voit bien dans quel ordre les notes sont détruites. Parce que là, il y a quand même une petite ambiguïté. Il y a plusieurs de mes notes qui ont le même titre. Voilà, donc ça c'est plus intéressant. Donc là on a construit N1 qui est la liste de courses, N2 qui est le journal de bord, N3 qui est la note N3, N4 qui est la note N4, donc elles n'ont pas de contenu. Et à la destruction, ce qu'on remarque c'est qu'on détruit d'abord N4, puis N3, puis le journal de bord du capitaine, donc la note N2, puis la liste de courses en dernier. Donc en fait, les objets sont détruits dans l'ordre inverse où ils ont été fabriqués. C'est-à-dire que les objets construits le plus récemment sont détruits en premier. Ok. Donc il y a une excellente raison pour ça, c'est que quand vous créez un objet après un autre, potentiellement votre deuxième objet peut dépendre du premier, ou peut contenir comme attribut, ou par un moyen détourné, la valeur du premier. Alors que dans l'autre sens, c'est pas possible, vu que c'est forcément celui qui est créé en deuxième qui peut dépendre du premier. Donc, quand vous détruisez, vous avez envie de détruire dans l'ordre inverse, parce que si vous détruisiez les premiers objets avant les derniers pourraient être dans un état invalide parce que les objets créés avant eux ont disparu et ils dépendaient de leur valeur. Par exemple, ils avaient stocké un pointeur sur la valeur... par exemple, la quatrième note pourrait stocker un pointeur sur la valeur de la première. Vous voyez ? Donc ça, c'est pareil dans toutes les fonctions, dans tous les blocs, et c'est vrai non seulement pour les objets, mais pour tous les types en fait. Les variables sont toujours détruites dans l'ordre inverse où elles ont été créées. Voilà, à cause de cette histoire de dépendance qu'une variable créée après une autre pourrait dépendre d'une variable créée avant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on vous demandait de remarquer dans cette question-là. Je retourne sur mon sujet. Et ben voilà, donc on a terminé la section 2. Alors, dans la section 3, on fait une révision du polymorphisme virtuel et de l'allocation dynamique. Donc en fait, là, on vous demande pas vraiment de coder dans cette section-là du TP. En fait, on vous demande surtout d'observer, de comprendre et de rédiger un peu vos conclusions. Donc on va s'intéresser à la classe biscuit et une classe fille qui est biscuit fourri. Donc, on va aller regarder directement dans le code ce qui se passe. Alors tout se passe dans le dossier exo2 et on va parcourir les classes ensemble pour bien voir de quoi il s'agit. Alors dans biscuit.h, donc on vous dit que la classe représente un biscuit, une pâtisserie simple. Bien. Donc apparemment on ne gère que les biscuits ronds dans cette classe parce qu'en fait les biscuits sont décrits par deux attributs, donc le parfum du biscuit, donc le parfum du biscuit lui-même, et le diamètre du biscuit, donc voilà. Donc c'est des petits biscuits ronds, très bons à manger. Donc on a un constructeur de base qui prend deux paramètres, donc le parfum du biscuit par référence constante et le diamètre, donc lui on le prend par recopie parce que c'est un simple entier, donc de toute façon ce serait pas plus économique de prendre un pointeur ou une référence dessus. Un simple entier ça prend autant de place en mémoire qu'un pointeur, pas plus de place en mémoire qu'un pointeur ou qu'une référence. Ensuite, on a un constructeur par copie du biscuit, et là on remarque qu'on a fait égal default, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que ce constructeur-là, il est défini, il existe sur la classe biscuit, mais on va pas écrire son code parce qu'on va utiliser l'implémentation par défaut du compilateur, qui consiste à faire recopier le goût et recopier le diamètre. Donc il va appeler le constructeur par recopie sur chacun des attributs, et les constructeurs font ce qu'il faut. Et un destructeur de biscuit, et donc là on a défini explicitement le destructeur afin de pouvoir mettre le mot-clé virtual dedans,
mais comme on veut utiliser sa définition par défaut, donc on met égal default encore une fois. Comme je vous l'ai dit, hein, les classes qui ont des classes filles doivent avoir un destructeur virtuel pour garantir que ce soit le bon destructeur qui soit appelé. Et ensuite, on a deux fonctions, donc une fonction qui donne la destruction et qui n'est pas virtuelle, et une fonction qui donne la description du biscuit et qui est virtuelle. Donc si on regarde comment c'est implémenté dans biscuit.cpp, donc on a le constructeur de base qui initialise les deux attributs. Bon, tout ça c'est très classique. Et ensuite on a deux méthodes d'affichage. Donc ils font pas des affichages, en fait elles retournent des chaînes de caractères. Et donc selon la taille du biscuit, ça affiche soit petit biscuit avec le goût, biscuit moyen ou grand biscuit. Donc les deux méthodes ici font la même chose. Hein. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui est virtuelle et l'autre qui n'est pas virtuelle. Ok. Ensuite, je vais regarder donc ma classe biscuit fourré. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc ça représente un biscuit fourré. Donc, par rapport à un biscuit normal, donc il y a une garniture à l'intérieur. Donc, on hérite de biscuit. Donc, on a tous les attributs de biscuit, parce que dans biscuit, ils étaient protected. Donc ça veut dire que les classes à l'extérieur n'ont pas accès à ces attributs-là, mais les classes filles ont accès à ces attributs-là. Hein, parce qu'ils ne sont pas private, ils sont protected. Donc la classe biscuit fourré a non seulement tous les attributs de la classe parent, et elle a un attribut supplémentaire qui est le parfum du fourrage du biscuit. Donc le constructeur, il a trois arguments, puisqu'il faut prendre donc le parfum du biscuit, mais aussi le parfum du fourrage à présent, et le diamètre comme tout à l'heure. Donc au passage, hein, cette section-là du TP vous montre comment est-ce qu'on documente en C++. Donc les classes et les méthodes. Et donc le constructeur par recopie, eh bien, donc il est créé par défaut. Donc non seulement, donc ça va appeler le constructeur par recopie de la classe parent, et ça va appeler le constructeur par recopie de chacun des attributs de la classe. Donc là, ça va appeler constructeur par recopie de biscuit sur autre biscuit, et ensuite ça va appeler le constructeur par recopie de fourrage pour recopier le fourrage de l'autre biscuit dans le nôtre. Le destructeur, comme tout à l'heure. Donc ici, si on compare à biscuit.h, donc on redéfinit données description non virtuelle, et on redéfinit données description virtuelle. Donc ici, j'utilise le mot-clé override, que je peux utiliser par la méthode de ma classe parente est virtuelle. Donc là, je peux expliciter le fait qu'il s'agit d'une redéfinition. Alors, si je regarde dans exo1.cpp, donc j'ai plusieurs biscuits qui sont créés. Donc je crée un biscuit à la fraise de diamètre 10, je crée un biscuit fourré vanille chocolat, diamètre 16, biscuit fourré framboise pistache, diamètre 28. Ensuite, je crée une référence sur B3, donc qui est un biscuit fourré, je crée une référence biscuit dedans. Je crée un pointeur sur biscuit à partir de B3. Et enfin, je crée une copie de B4 à partir de B3. Donc je crée un biscuit à partir d'un biscuit fourré. Et donc, à présent, donc on va compiler pour commencer ce programme. Alors là, contrairement à tout à l'heure, il ne faut pas faire étoile.cpp pour compiler parce qu'il y a une méthode main dans exo2-1.cpp et exo2-2.cpp. Donc comme vous ne pouvez pas avoir deux méthodes main dans le même programme, vous ne pouvez pas compiler les deux fichiers dans le même exécutable. Donc il faut donner la liste des fichiers à compiler explicitement, quoi, pour exclure soit exo2.1 soit exo2.2. Voilà, donc ici ça compile, et donc quand j'exécute,
Voilà, on va reprendre le contenu du fichier. Ok? Donc le premier affichage, on voit qu'on a biscuit B à la phrase diamètre 10. Donc quand on appelle sa méthode description virtuelle, ça affiche la méthode de la classe biscuit. Ok? Donc c'est normal. Ensuite, B2, c'est un biscuit fourré. Donc quand on appelle sa description, ça appelle biscuit moyen vanille fourré au goût chocolat. Donc là, ça appelle la méthode de la classe fille, hein, puisque ça affiche son fourrage. Ok. Ensuite, dans B3, on appelle à la fois la méthode donnée description non virtuelle et donnée description virtuelle sur B3 qui est un biscuit fourré. Donc ça affiche la même chose. Dans les deux cas, j'appelle la méthode de la classe biscuit fourré, hein, puisque j'appelle directement sur un objet biscuit fourré. Bon, à présent, dans B4, je crée une référence sur B3 que j'appelle ref.b et qui est du type référence sur biscuit. Donc ça veut dire que ref.b, son type déclaré, c'est référence sur biscuit, mais le type réel de l'objet référencé, c'est biscuit fourré. Donc quand j'appelle données description non virtuelle, comme la méthode n'est pas virtuelle, ça appelle la méthode de la classe mère, de la classe biscuit. Donc c'est pour ça que j'ai un affichage grand biscuit au goût framboise. Et j'affiche pas le fourrage, parce que j'appelle la méthode de la classe mère, de la classe biscuit. Par contre, quand j'appelle données description virtuelle, comme la méthode est virtuelle, ça appelle non pas la méthode du type déclaré, biscuit, mais la méthode du type réel de B3. Donc, biscuit fourré. Donc là, ça appelle la méthode qui est définie dans la classe fille, dans la classe du type réel de B3. J'insiste lourdement, mais c'est voilà, pour que ça rentre bien dans la tête. Donc ça, c'est le mécanisme du polymorphisme virtuel, qu'on appelle également l'attachement dynamique. Ça veut dire que à l'exécution, votre programme va choisir la méthode la plus spécialisée à appeler. Okay, quand vous passez par une référence. Quand vous passez par un pointeur, vous avez exactement le même comportement. Donc là, vous voyez, vous appelez la méthode sur le pointeur, pointeur B. Donc quand vous appelez une méthode qui n'est pas virtuelle, ça appelle la méthode du type déclaré du pointeur, donc biscuit. Pointeur sur biscuit. Hein. Et quand vous appelez une méthode virtuelle sur le même pointeur, là, ça appelle la méthode du type réel de l'objet pointé. Donc, grand biscuit fourré au goût pistache. Ce qui peut être plus surprenant, c'est l'affichage numéro 6. Dans l'affichage numéro 6, on crée un biscuit B4 à partir de B3. Et là, on n'a que l'affichage de la classe mère. Alors pourquoi? Parce qu'ici, en fait, le type déclaré de B4, c'est biscuit, mais son type réel, c'est biscuit aussi, parce que c'est pas une référence ni un pointeur, c'est un vrai objet. C'est un objet à part entière qui a sa vie indépendante de B4. Donc quand je fais B4 pour un donné description non virtuelle, en fait, ça n'a rien à voir avec B3. J'appelle pas des méthodes de B3, j'appelle des méthodes de B4, qui est un objet à part. B4, c'est ni une référence ni un pointeur à un autre objet. C'est un objet à part entière. Et quand je fais B4 égale B3, en fait, j'ai appelé le constructeur par recopie de biscuit en lui passant un biscuit fourré. Mais ça, c'est valide, parce qu'un biscuit fourré, c'est un cas particulier de biscuit. Donc j'ai créé B4 à partir des attributs goût et diamètre de B3. Donc j'ai créé B4 à partir de B3. Mais B4, c'est un objet de type biscuit. Donc son type réel et son type déclaré sont tous les deux biscuits. Donc quand j'appelle des méthodes dessus, ben, j'appelle que des méthodes de la classe biscuit elle-même, pas de la classe biscuit fourré. Alors pour vous prouver ce que je raconte, ici par exemple au lieu d'utiliser la définition par défaut, je vais coder explicitement le constructeur par recopie de biscuit. Je vais dire que son goût, c'est le goût du biscuit en paramètre, et que son diamètre, c'est le diamètre du biscuit en paramètre. Et je vais rajouter un petit affichage ici, construction par recopie de biscuit. Voilà. Donc ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas de construction par recopie. Hein. Quand je crée une référence ou je crée un pointeur, ben, j'ai rien recopié du tout. Par contre, ici, B4 a été créé par recopie à partir de B3.
Donc voilà. Donc c'est ça qu'on veut vous faire voir ici dans la question 1 hein, dont on vous parle. C'est pourquoi n'observe-t-on pas de différence entre les deux lignes du bloc 6? Ben, c'est parce que en fait B4 c'est un objet qui est indépendant de B3, donc c'est un objet à part entière de la classe biscuit, donc quand on appelle des méthodes dessus, ben, c'est forcément des méthodes de la classe biscuit. Donc dans le programme, combien d'objets biscuits ou biscuits fourrés sont-ils alloués? Quelle est la durée de vie de ces objets? Donc ici, on revient dans le main. Donc, ben, il suffit de les compter. Hein. Là, on a un biscuit fourré, un deuxième biscuit fourré. Là, on crée une référence, un pointeur, donc on n'a pas créé de nouvel objet. Et là, on crée un biscuit. Ok. Donc en tout, on a créé deux biscuits et deux biscuits fourrés. Leur durée de vie, c'est celle de la fonction main. Ils sont créés comme des variables internes de la fonction main, donc comme des variables locales, donc ils seront tous détruits à la fin de la fonction main. Ils seront détruits, comme on a vu tout à l'heure, dans l'ordre inverse de leur création. Hein. Si on affichait des affichages dans les destructeurs, on verrait que B4 est détruit en premier, puis B3, puis B2, puis B. Considérez à présent le programme exo 2.2. La fonction main obtient une référence sur un biscuit par l'appel à la fonction référence. Qu'est-ce qu'on obtient quand on exécute ce programme? Expliquez cela en étudiant combien d'objets, etc. Donc on va regarder un peu à quoi ressemble donc le programme 2.2 parce que c'est assez instructif a priori. Donc ici j'ai créé une fonction qui s'appelle référence qui me retourne une référence sur valeur gauche sur un biscuit. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'ici je crée un biscuit fourré B3 à l'intérieur de ma fonction. Donc c'est un objet c'est une variable qui est locale à la fonction. Ensuite je crée une référence de type biscuit sur ce biscuit fourré. Et je retourne cette référence-là à l'extérieur de ma fonction. Donc l'endroit où lequel cette fonction est appelée, c'est dans la fonction main. Donc ici, je récupère une référence sur l'objet créé à l'intérieur de cette fonction-là. Donc ici, je récupère une référence. Et ici, j'appelle des méthodes sur cette référence-là. Donc, à quoi est-ce qu'on s'attendrait ici comme affichage? Bah, a priori, dans données description non virtuelle, ça devrait appeler la méthode de la classe biscuit, hein, puisque c'est le type déclaré. Et données description virtuelle, ça devrait appeler la classe de biscuit fourré, puisque c'est le type réel de l'objet référencé. Alors, si on teste ça tout de suite, on va voir s'il y a un piège. Bon, eh ben le piège, c'est celui-là, c'est que mon programme a craché. Pourquoi est-ce qu'il a craché? Donc j'ai créé une référence sur le biscuit fourré B3, mais lorsque j'essaie d'appeler des fonctions dessus, eh bien ça crache avec une exception de type std badalloc. Et en fait, la raison à ça, on peut la voir ici dans le code, c'est qu'on a retourné une référence sur une variable locale à la fonction. Ok. Là, le biscuit fourré B3, il a été créé à l'intérieur de la fonction. Donc, quand j'atteins la fin de la fonction, le biscuit B3, il est désalloué. Il disparaît de la mémoire. Donc, la référence que j'obtiens ici dans main, c'est une référence sur rien du tout, parce qu'il n'y a pas de variable référencée. La variable qui était référencée, elle a disparu de la mémoire. Ok. Et donc là, quand j'appelle une fonction sur cette référence, en fait, c'est comme si j'appelais une fonction sur un pointeur nul, quoi, si vous voulez. En interne, c'est un peu la même chose qui se passe, parce que j'ai une référence sur une variable qui n'existe plus. Et donc ça, c'est un gros problème à l'exécution, c'est un crash. Voilà. Donc c'est le seul endroit où vous pouvez vous faire, ce sont les seules circonstances dans lesquelles vous pouvez vous faire avoir par une référence, c'est si vous traitez vos références mal et que vous récupérez des références sur des variables qui n'existent plus. Donc vous créez des références qui survivent à la variable à partir de laquelle elles ont été créées.
Parce que là, la durée de vie de ma variable B3, c'est celle de la fonction, mais j'ai copié la valeur de la référence en dehors de cette fonction dans la fonction main. Donc ça veut dire que la valeur de ma référence ici, elle a une durée de vie qui dépasse celle de la variable d'origine qui est référencée. Donc ça, c'est une très grave erreur de programmation. Enfin, ça vous provoquera un crash. Mais le pire, c'est que ça vous provoque pas un crash à l'endroit où vous le faites. Ça vous provoque un crash au moment où vous utilisez la référence. Donc, qui potentiellement peut être un peu plus loin. Donc, non seulement c'est des bugs, et des bugs très graves, hein, parce que bon, ben, ça vous fait crasher votre programme, mais en plus, ça peut vous faire des bugs pénibles à corriger, parce que ben, entre l'endroit où le bug se manifeste et l'endroit de l'erreur de programmation, qui est ici, hein, ben, ça peut être assez décorrélé. Donc ça arrive bon, assez souvent hein, quand vous avez des objets, des méthodes qui retournent des références sur des objets qui n'existent plus, etc. Modifier le code du fichier exode2.2.cpp pour remplacer l'utilisation d'une référence par un pointeur. Ok. Donc, ce qu'on va vouloir faire à présent, c'est changer un petit peu le code ici. Donc au lieu d'utiliser une référence, on va utiliser un pointeur et on va voir si c'est différent. Donc ici, je crée un pointeur, je renvoie, donc on va l'appeler ptr2b pour être le ptr, et j'appelle pointeur. Ok. Donc ma fonction pointeur me renvoie un pointeur, et ici je remplace par des appels via le pointeur. Donc si je fais ça, bon, on a exactement le même problème, hein, mais on s'y attendait un peu, parce qu'en fait, on a le même problème pour la même raison. J'ai créé une variable locale, j'ai créé un pointeur sur cette variable locale, à l'endroit où j'utilise le pointeur, la variable pointée a déjà disparu, parce qu'elle a été détruite à la fin du bloc où elle a été allouée. Ok ? Donc ça marche pas du tout. La seule manière de faire marcher ce code, c'est de gérer nous-mêmes la durée de vie de l'objet. Donc gérer nous-mêmes la durée de vie de l'objet, ça doit vous faire penser à allocation dynamique. Enfin, au lieu de l'allouer automatiquement, je vais l'allouer de manière dynamique avec le mot-clé new, donc dont l'équivalent en C ce serait le mot-clé malloc. Ok. Donc là, en C++, on utilise les mots-clés new pour créer des objets, donc et appeler, non seulement réserver leur mémoire, mais appeler le constructeur en même temps. Et on utilise delete pour libérer la mémoire, donc en remplacement du mot-clé free. Ok. Donc là, B3, donc j'appelle new biscuit. Donc je crée un nouvel objet biscuit fourré, donc auquel je passe voilà, tous les attributs du constructeur. Et ça me retourne un pointeur vers une zone de mémoire dynamique. Ok. Donc là, je peux contrôler la durée de vie de mon objet. Donc quand je fais pointeur alloc dynamique, cette fois-ci, je n'aurai pas le même problème. Donc si je compile, alors pardon, oui, en fait B3 est déjà un pointeur, donc j'ai pas besoin de prendre son adresse. Et là, cette fois-ci, ça fonctionne. Ici, dans mon code, j'ai l'appel à la fonction non virtuelle, et ici, l'appel à la fonction virtuelle, sans les crashs de tout à l'heure, parce que cette fois-ci, à l'endroit où j'utilise mon pointeur, la variable B3 est toujours en vie, parce que je contrôle manuellement sa durée de vie, parce que je l'ai alloué de manière dynamique, donc il n'est pas supprimé à la fin du bloc. Ce qui doit vous faire un peu tilter, parce que ici j'ai créé une variable de manière dynamique, mais j'ai jamais libéré sa mémoire. Donc ça c'est aussi une grave erreur de programmation. Donc dès que je n'ai plus besoin de la mémoire qui m'a été confiée, je dois la libérer. À chaque appel à new, il doit y avoir un appel à delete, de la même manière qu'à chaque appel à malloc en C, vous avez un appel à free pour libérer la mémoire. Donc ici j'ai créé un objet de manière dynamique avec
le mot-clé new, donc je dois libérer la mémoire. Donc ici, je le fais à la fin de la fonction main, puisque c'est après l'utilisation de mon pointeur. Donc je recompile. Voilà. Et donc ça, c'est l'intérêt de gérer manuellement la durée de vie de vos objets. Donc évidemment, il y a toujours moyen de se tirer des balles dans le pied, hein. Ici, je désalloue la mémoire, je libère la mémoire et je détruis l'objet avant de m'en servir. Bon, bah j'ai une segmentation fault, quoi. On pouvait s'y attendre un peu, hein. Donc le fait de gérer manuellement la mémoire en C++, ben, ça veut dire que vous avez plus de liberté sur ce que vous faites, vous avez plus de contrôle sur l'utilisation de la mémoire et sur l'utilisation de vos objets, mais vous avez aussi plus de moyens de vous tirer des balles dans le pied. En fait, on a réalisé la question 6 ici, hein, remplacer l'allocation automatique par une allocation dynamique avec le mot-clé new. Quel est le mot-clé contrepartie de new? Donc c'est le mot-clé delete. À chaque appel à new, vous devez avoir un appel à delete qui correspond, une fois que vous n'avez plus besoin de l'objet. Et donc à quel endroit convient-il de désallouer l'objet? Ben, après qu'on ait fini de s'en servir, tout bêtement. Donc, question 7, est-ce qu'on peut remplacer le pointeur par une référence dans la solution à la question ci-dessus? Donc, je retourne sur mon code. Donc en fait, nous, ce qu'on aimerait faire, donc mon code est dans cet état-là. Donc mon code est dans cet état-là. Et donc en fait, ici, je voudrais avoir une référence à la fois à la fin. Donc, quelque sorte, j'aimerais faire quelque chose comme ça, quoi. Donc la réponse est oui, on peut, mais bon, c'est un petit peu acrobatique quand même, hein, et vous rencontrerez jamais ce code dans la vraie vie, et franchement, c'est pas une bonne idée de coder de cette manière-là. Si vous utilisez des pointeurs et de l'allocation dynamique, faites-le explicitement, et vos collègues vous en remercieront, quoi. Parce que, enfin, quand vous avez une référence, vous vous attendez pas à ce que ce soit qu'il y ait de l'allocation dynamique derrière, quoi. Enfin, jamais on voit ce genre de code normalement, quoi. Donc, vous pouvez faire des tas de trucs en C++, mais c'est pas une raison pour le faire, quoi. Ok. Du coup, armé de nos nouvelles connaissances sur l'allocation dynamique et les méthodes virtuelles, etc., on va reprendre le code de l'application de prise de notes et on va vouloir gérer les pièces jointes d'une manière un peu différente. Parce que là, ce qu'on a vu d'intéressant avec les classes biscuits, etc., c'était la notion de durée de vie des objets, où on voit que l'allocation dynamique, ça nous permet de gérer manuellement quand est-ce que les objets sont créés, quand est-ce qu'ils sont détruits, et ça nous donne une petite idée, donc là qu'on va utiliser dans cette section-là, de qui est responsable de la mémoire de tel objet, qui est responsable de le désallouer quand on n'en a plus besoin, s'il a été alloué dynamiquement, et est-ce que mes objets sont en vie à l'endroit où je veux les utiliser. Donc là, dans l'application de prise de notes, jusqu'à présent, elle est un peu bancale parce qu'on crée tout dans la fonction main. Donc quand on veut mettre des pièces jointes, par exemple dans les notes, on les crée dans la fonction main, on passe des pointeurs aux notes, etc. Mais ça, c'est pas du tout une gestion réaliste, hein, parce que dans un vrai code, on veut que les pièces jointes elles soient associées à des notes. C'est-à-dire que quand on détruit la note, ça détruise les pièces jointes qui sont avec. On veut pas que tout soit en vrac dans la fonction main et ensuite associer des pointeurs à telle ou telle classe. On veut que les notes soient responsables de leurs pièces jointes. Et donc, la seule façon de faire ça, ça va être, encore une fois, de réutiliser de l'allocation dynamique. Donc, les constructeurs qui partagent des pointeurs entre plusieurs notes ne fonctionneront plus pour le moment, hein. On va les réparer un peu plus tard, puisque là, chaque pièce jointe va être chaque note va être responsable de ses propres pièces jointes. Donc, on ne pourra plus les partager entre plusieurs notes. Alors, du coup, si on reprend le code de l'application de prise de notes tel qu'il est fait actuellement, donc dans note.h, j'ai une fonction ajouter pièce jointe qui est ici, hein, qui prend en paramètre un pointeur de pièce jointe et
l'ajoute à la fin du tableau de notes. Ok. Et pour le moment, dans main.cpp, j'alloue de manière automatique les pièces jointes, hein, et je passe des pointeurs sur ces pièces jointes. Donc ça, c'est ce qu'on ne va plus vouloir faire, puisque à présent, on va créer dynamiquement les pièces jointes. Donc ici, on va faire une allocation dynamique des pièces jointes. Et on va dire que la classe note, elle est responsable, au moment où elle est détruite, elle est responsable de la mémoire de ses propres pièces jointes. Ok? Donc, pour vous montrer le fonctionnement de cette nouvelle manière de faire, donc on va créer deux pièces jointes, hein. On va aussi utiliser la classe photo qu'on n'a pas encore utilisée jusqu'ici. Donc on va dire par exemple, donc les photos ont une légende, hein. Voilà, et donc on ajoute deux pointeurs de pièces jointes, donc email et photo, ok, dans la note N2. Et ensuite on va afficher N2. Alors je vais effacer mes tests ici, qui sont plus très utiles pour le moment. Donc si je fais ça déjà, donc j'affiche mes deux pièces jointes, hein, j'affiche le titre du mail et j'affiche la légende de la photo. Ok, donc il y a deux pièces jointes dans ma note. Donc jusqu'ici tout va bien. Alors par contre j'ai commis un péché capital du C++ dans mon code, et en fonction de ce qu'on a vu dans la section dernière, vous devriez remarquer quoi tout de suite, c'est que j'ai fait des mots-clés new, donc j'ai utilisé de l'allocation dynamique, mais sans libérer la mémoire. Et donc ça, c'est très mal, puisque là, la mémoire de mes objets n'est jamais libérée. D'ailleurs, donc il existe des outils qui veulent vous permettre d'analyser votre code C++, par exemple, à la recherche de zones de mémoire pas libérées, d'allocations mal gérées, etc. Donc là, le plus connu, c'est Valgrind. Et donc si je le lance, voilà, on vous dit leak summary. Donc j'ai perdu 2 blocs de mémoire, et j'ai perdu 144 octets au total, et j'ai perdu 98 octets indirectement, etc. Donc je sais pas trop si on aurait le temps de faire ça en TP, mais ce serait intéressant d'analyser ce genre d'outil. Et vous voyez, donc là, il me dit donc à cette adresse-là en mémoire, et donc dans ma méthode main à travers l'opérateur new, j'ai perdu de la mémoire à deux endroits différents. Donc la mémoire que j'ai perdue, hein, c'est ces deux lignes-là, c'est-à-dire que j'ai alloué dynamiquement de la mémoire pour l'email et les photos, et je n'ai jamais rendu cette mémoire au système d'exploitation avant la fin de mon programme. Donc évidemment, quand le programme se termine, le système d'exploitation récupère toute sa mémoire, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est quand vous avez un programme qui tourne pendant très longtemps, ou qui tourne de façon indéfinie, comme un serveur web par exemple, il est allumé 24 heures sur 24. Donc s'il perd de la mémoire petit à petit, ben au bout d'un moment il va finir par cracher, parce que le système d'exploitation n'aura plus de mémoire. Voilà. Donc par principe, déjà il faut jamais perdre de mémoire, donc jamais causer de fuite mémoire. Il faut libérer toute la mémoire qui vous est confiée un jour ou l'autre. Et c'est d'autant plus critique que votre programme tourne longtemps, parce qu'il va finir par épuiser les ressources du système. Donc là, la question c'est, j'ai créé mes pièces jointes ici. À quel endroit est-ce qu'il convient de les détruire? À quel endroit est-ce que je suis sûr que je n'en ai plus l'usage? Eh bien, la réponse à ça, donc elle est un peu dans le sujet, c'est qu'on vous dit que on veut rendre les notes responsables de la durée de vie de leurs pièces jointes. C'est-à-dire que quand on détruit la note, on détruit les pièces jointes qui sont associées. Donc c'est dans le destructeur de notes que je vais pouvoir libérer la mémoire utilisée par les pièces jointes, parce que je suis sûr que les pièces jointes ne sont plus utilisées. Ok, donc ici quand je fais destruction de notes, je peux faire donc je peux faire une boucle sur mon vecteur de pièces jointes.
donc en utilisant ma syntaxe de boucle, là. Et je peux faire un delete sur chacun donc je fais une boucle sur chacun des pointeurs de pièces jointes qui se trouvent à l'intérieur de mon vecteur de pièces jointes et je fais delete dessus. Ok? Et donc ça garantit que ça va libérer la mémoire allouée pour ces pièces jointes là. Donc évidemment il faut que je sois certain que tous les pointeurs soient des pointeurs alloués dynamiquement, hein, parce que je peux jamais faire delete sur un pointeur qui n'a pas été alloué dynamiquement, ce serait également un crash. Donc si je compile, donc mon code s'exécute toujours comme avant, hein, j'ai toujours mes deux pièces jointes ici, et quand je détruis ma note, donc là on peut voir que tous les blocs alloués ont été libérés, donc ça c'est mon outil de vérification qui me le dit, Valgrind, et aucune fuite mémoire n'est possible dans mon code, tel qu'il a été codé. Voilà. Donc j'ai bien libéré toute la mémoire que j'ai allouée dynamiquement. Ok, donc bon, ça c'est pas mal. Donc le seul problème qu'on a là pour le moment, c'est qu'on est toujours obligé de créer les pièces jointes dans la classe, dans la fonction main. Bon, il faudrait revoir un peu l'architecture du programme pour, je sais pas, passer par exemple le titre de l'email ou avoir une classe qui crée les pièces jointes, etc. C'est un peu en dehors du sujet du TP. Alors, à présent, si on s'intéresse aux questions 3 et 4 du TP, donc ça voit des concepts qu'on n'a pas eu le temps de traiter en cours non plus, qui sont les pointeurs uniques et les pointeurs partagés. Donc ça, ce sont deux classes qu'on trouve dans l'entête memory de la bibliothèque standard, donc les classes unique pointer et shared pointer, et en fait, ce sont des pointeurs qu'on dit intelligents, parce qu'ils gèrent leur mémoire eux-mêmes. C'est-à-dire que on leur confie un pointeur créé dynamiquement, alloués dynamiquement, et lorsqu'ils vont disparaître du scope, donc lorsqu'ils vont être détruits, en fait ils vont appeler eux-mêmes delete sur la zone mémoire qui leur a été confiée. Alors il y a deux comportements différents, donc il y a unique pointer, c'est un pointeur qui n'est pas copiable, c'est-à-dire qu'il est seul et unique responsable du pointeur qui lui est confié, donc on peut pas copier ce pointeur-là parce qu'on peut pas avoir plusieurs unique pointers donc qui gèrent le même pointeur, hein, par définition. Et shared pointer, lui, c'est un pointeur partagé. Ça veut dire qu'on peut le copier et on peut avoir plusieurs objets qui gèrent la même zone mémoire en même temps. Mais c'est lorsque le dernier qui gère la zone mémoire en question sera désalloué que la mémoire sera libérée. Okay. Donc il y a un petit peu de coordination entre eux en fait pour savoir combien de pointeurs partagés gèrent la même mémoire. Donc ça, ce mécanisme-là fonctionne uniquement si vous partez d'un pointeur partagé et qu'ensuite vous créez des copies avec le constructeur par recopie de ce pointeur partagé, quoi, pour lui permettre de maintenir le nombre de copies du shared pointer qui existe, qui gère la même zone mémoire. Alors je vais pas vous faire la solution avec unique pointer dans le code parce qu'en fait tel qu'on a codé jusqu'ici, les notes sont copiées un peu partout et le vecteur de pièces jointes il est également copié un peu partout, donc en fait on aurait beaucoup de choses à revoir dans l'architecture du code pour implémenter cette solution là, parce que pour le moment en fait il y aurait beaucoup de choses à changer un peu partout parce que les pièces jointes sont recopiées et on n'a pas le droit de copier des pointeurs uniques. Okay. Donc je vais directement vous faire la solution avec des shared pointers qui permettent d'avoir des copies des pièces jointes un peu partout, et que lorsque la dernière note qui possède une copie de la pièce jointe sera détruite, alors la pièce jointe sera détruite. Donc je vais dans le code et on va essayer d'implémenter ça. Alors la première chose à savoir, donc on va aller dans le main, c'est que donc il faut inclure l'entête memory pour avoir accès au pointeur intelligent. Et donc ici, au lieu d'avoir un pointeur natif du C++, donc avec new, etc., on va créer un shared pointer de pièce jointe, donc on va appeler E, et
on va le créer avec une méthode de la bibliothèque standard, donc qui s'appelle makeShared, donc qui crée un pointeur partagé. Donc il existe également makeUnique pour créer un pointeur unique. Et on lui passe comme argument tout ce qu'on passerait au constructeur. Donc on remarque que c'est une méthode paramétrique. Donc on lui passe la classe qu'on veut créer en paramètres et on passe les arguments qui correspondent au constructeur de cet objet-là. Ok. Et donc le résultat ici, je prends un shared pointer de pièce jointe parce que c'est ça que je vais stocker dans ma classe note en fait. C'est une collection de shared pointers de pièces jointes. Ok. Donc je vais changer aussi la signature dans ma classe note. Et donc pareil pour la photographie. Donc je vais prendre une pièce jointe de P, std make shared, et donc là par contre ça va être une photo, et je crée cette photo de manière très simple avec make shared. Ok, voilà. Donc dans la classe note, à présent, je remplace mon tableau de pointeur basique par un tableau de shared pointer. J'ai besoin de l'entête memory également pour avoir accès à la définition de shared pointer. Et donc quand je vais ajouter une pièce jointe, je ne vais pas ajouter une pièce jointe directement, je vais directement prendre en paramètre un shared pointer. Donc là c'est pas la peine, avec les pointeurs intelligents, c'est pas la peine de les prendre par référence, ni quoi que ce soit, parce que ce sont des pointeurs, donc c'est très léger en mémoire, vous n'allez pas recopier des gros objets, et c'est mieux pour votre gestion de la mémoire, c'est plus simple si vous les prenez directement, enfin ça simplifie votre code de les prendre directement par copie plutôt que par référence, et ça change rien en termes de performance. Voilà, et donc comme tout à l'heure, donc on stocke directement ces pièces jointes, hop, on les rajoute à la fin du tableau de pièces jointes. Donc ici aussi je rajoute l'entête memory, hop, voilà, pour pas avoir de problème plus tard. Donc mes constructeurs de recopier et de déplacement fonctionnent comme avant parce que donc les shared pointers peuvent être copiés et déplacés. On peut, alors contrairement aux unique pointers, par exemple si on avait des unique pointers, on serait obligé de supprimer ce constructeur par recopie parce qu'on pourrait pas recopier le tableau de pièces jointes parce qu'on pourrait pas recopier les éléments de ce tableau de pièces jointes en fait. Donc on aurait des erreurs. C'est ce que j'ai voulu faire en préparant le TP en fait, et j'ai décidé que c'était une mauvaise idée de vous montrer ça parce que, il aurait fallu coder toute l'application autrement de base en fait, pour pas faire de copie des notes. Et ce qui est intéressant, c'est que mes shared pointers se comportent comme des pointeurs natifs. Donc en fait, les opérateurs étoile et flèche sont redéfinis sur la classe shared pointer pour que ça fasse comme si j'avais un pointeur natif en fait du C++. Donc ici, quand je fais étoilité, donc ça me retourne l'objet qui est itéré, qui est un shared pointer, et quand je fais shared pointer flèche getTitre, ça appelle la méthode getTitre de l'objet pointé par le pointeur intelligent de type shared pointer. Mais donc ça m'appelle la méthode getTitre de l'email ou de la photo qui est pointée par le pointeur intelligent. Okay. Donc ça, c'est encore une fois possible grâce à la surcharge des opérateurs en C++. Voilà, donc si je change uniquement ça, je pense que on va être assez bien. Alors, on va essayer de compiler, on va voir si on a laissé des problèmes derrière nous. Non, tout compile. Et donc si on exécute, voilà, on a bien deux pièces jointes dans la note, etc. Et si je fais avec valgrind comme j'ai fait tout à l'heure, donc là, hop, alors je vais vérifier. Donc j'ai bien supprimé mes appels à delete dans le destructeur, parce que quand vous avez des pointeurs intelligents, donc shared pointer ou unique pointer, vous ne devez pas faire delete manuellement sur les pointeurs. Le principe des pointeurs intelligents, c'est qu'ils vont libérer la mémoire eux-mêmes au bon moment. Ok.
Si vous faites delete dessus, vous aurez des doubles delete, donc vous aurez des crashs à l'exécution de votre programme. Donc si je fais hop, valgrind sur mon programme, donc tous les blocs sont bien libérés, même si j'ai pas fait d'appel à delete manuellement. Et même si j'utilise bien de l'allocation dynamique, hein, grâce à mes shard pointers. Alors, donc ce qui va être intéressant à présent, ça va être dans pièce jointe, je vais rajouter des appels tels que c'est, je vais rajouter dans les destructeurs d'email, donc je vais coder explicitement le destructeur d'email pour ajouter un affichage. Appel du destructeur de l'email. Donc pour avoir un cas d'étude un peu intéressant, en fait je vais copier ma note. Je vais recopier la note N3. Et ensuite je vais même la déplacer. Donc je vais faire appel au constructeur par déplacement des notes. Voilà. Et donc, ce qui est utile à voir ici, c'est que donc on a construit la note N1 qui est la liste de courses. On a construit N2 qui est le journal de bord du capitaine. N3 qui recopie N2 et N4 qui vole le contenu de N2. Ok ? Ensuite, donc on détruit N4 en premier. Ensuite, on détruit N3. Et on remarque que au moment où on détruit N3, on fait appel au destructeur des pièces jointes. Et ensuite, on détruit la note qui est vide. Donc ça, c'est la note 2 en fait, parce qu'on a volé son contenu. Et enfin, on détruit la note N1, la liste de courses. Et donc, comme les pièces jointes étaient partagées à la fin de mon code, si on reprend la logique du programme, donc au début, je crée les pièces jointes ici, je les ajoute à N2. Ensuite, je recopie N2 dans N3. Donc là, à ce moment-là, mes pièces jointes sont partagées entre N2 et N3. Elles ont tous les deux la responsabilité des pièces jointes. Je vole le contenu de N2 pour le mettre dans N4. Et quand j'affiche N2, donc c'est l'affichage qui est ici qui est vide. Ok ? Et donc quand j'arrive au bout de ma fonction main, mes objets sont supprimés. Donc en premier lieu, je supprime N4, puisque c'est le dernier qui a été créé, et mes pièces jointes restent en vie, parce que mes pièces jointes ont également été copiées dans N3. Donc elles sont pas libérées parce qu'il reste encore des pointeurs partagés sur les classes, sur les objets email et photos que j'ai créés. Ok ? Et ensuite, dans N3, donc je vide N3. Et enfin, je supprime P et je supprime E. Et en fait, c'est au moment où je supprime ces deux-là que j'ai réellement supprimé mes pièces jointes, parce qu'en fait, c'est E, les derniers... comme j'ai créé N3 après E et P, en fait, ce sont eux les derniers pointeurs partagés qui restent, en fait, sur l'email et sur la photo. Et enfin... Donc P et E sont détruits. Et enfin, je détruis la note N2. Donc on remarque que la note N2, comme elle avait été déplacée, elle n'avait déjà plus la copie des pièces jointes. Donc les pièces jointes ont été supprimées avant N2. Et enfin, je supprime ma note N1 qui a été créée en premier dans la méthode main. Donc ici, bon, comme on crée tous les objets dans la fonction main, c'est peut-être pas très explicite ce qui se passe, mais ce qu'il faut constater, c'est que donc les pointeurs partagés, c'est très utile lorsque vous voulez avoir plusieurs objets qui sont responsables d'un même objet qui est créé dynamiquement.
Voilà. Si vous savez que vous avez qu'un seul objet qui va être responsable de la durée de vie d'un autre objet, donc là ce serait mieux d'utiliser unique pointer, voilà, si vous n'avez pas l'intention de le copier. Voilà, donc c'est une introduction à l'utilisation de shared pointer, et il faudrait que je fasse un autre cas pour voir unique pointer, donc peut-être dans la classe biscuit éventuellement, mais bon, c'est plus pour votre culture personnelle que quelque chose que vous allez pouvoir utiliser immédiatement, mais j'espère que ça vous sera profitable malgré tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.